Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'actualité sur l'Algérie aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs sujets cruciaux, la réforme agricole, le rapport de la FAO sur l'agriculture mondiale, les tensions autour du Sahara occidental en France et à l'ONU, un projet agricole à Sidi Bel Abbès et une évocation littéraire au SILA 2025. Restez avec nous pour ces informations détaillées. Allons-y. 17 ans après la loi d'orientation agricole de 2008, une autre réforme est en préparation pour s'adapter aux défis de la sécurité alimentaire. Après l'engagement d'élaborer une nouvelle politique agricole réaliste et adaptée au terrain, place aujourd'hui à la préparation d'un nouveau projet d'orientation agricole. Plusieurs questions sont à prendre en charge dans ce cadre, notamment la question foncière. Une semaine après la conférence nationale sur la modernisation du secteur agricole, lors de laquelle le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a insisté sur la nécessité d'une révolution agraire, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, revient sur ce dossier. Lors du Conseil des ministres tenu en début de semaine, le cap a été mis sur un nouveau projet d'orientation agricole. L'objectif, selon le chef de l'État, étant d'assurer une organisation définitive du secteur selon une vision prospective, et ce en y associant des spécialistes. Un nouveau texte viendra donc remplacer la loi d'orientation agricole de 2008. Ainsi, 17 ans après l'adoption de ce texte venu à l'époque consolider les principes de la loi d'orientation foncière de 1990 et trancher le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'État, à travers l'institution de la formule de la concession, place aujourd'hui à la préparation d'un nouveau cadre réglementaire. Un changement annoncé aussi 15 ans après la loi foncière de 2010, qui est venu, pour rappel, réaffirmer la propriété éminente de l'État sur les terres publiques, en proposant un réaménagement des conditions d'accès au foncier. Cependant, cette question tarde à être réglée définitivement. Des difficultés et des blocages persistent quant à la mise en œuvre de cette loi. Les raisons sont diverses, ce qui pèse lourd sur le dossier de l'assainissement du foncier agricole. Aujourd'hui encore, l'on relève l'absence de contrat définitif, des retards dans les transferts des droits de jouissance, des abus dans les cessions de terres, des litiges successoraux. D'où l'instruction du chef de l'État d'en finir avec ce dossier avant la fin de l'année en cours. Il y a eu par ailleurs tout récemment l'interdiction du déclassement des terres agricoles. C'est dire toute l'importance que revêt la sauvegarde des terres agricoles. Une question liée directement au défi de la sécurité alimentaire, puisqu'il s'agit de protéger cette richesse. Recours à la numérisation. Donc, à la lumière de ces orientations et des objectifs escomptés, il faut s'attendre à ce que la nouvelle loi annoncée se traduise par une politique foncière plus rigoureuse, qui prenne en compte le défi de la sécurité alimentaire. Et ce, en mettant le cap sur la numérisation. Le premier responsable du secteur l'a d'ailleurs bien souligné à la clôture des travaux de la conférence nationale sur la modernisation de l'agriculture, mettant en avant l'importance de mener des études d'évaluation des différents mécanismes de gestion de ce dossier depuis l'indépendance. Dans ce sens, le recours à la numérisation est évoqué par le ministre. Yassine El Madi Walid a en effet noté, le 28 octobre dernier, la nécessité de revoir les différentes politiques publiques mises en place depuis l'indépendance et de s'orienter vers la transition numérique. Et d'affirmer l'engagement de son département ministériel à élaborer une nouvelle politique agricole réaliste et adaptée au terrain à travers le recours à la technologie et l'innovation. D'où d'ailleurs l'installation du Conseil scientifique de la sécurité alimentaire pour aboutir à une meilleure gestion des différentes ressources destinées à ce secteur stratégique. Mais également pour garantir de nouveaux mécanismes de financement en dehors du circuit bancaire. On ne peut plus compter uniquement sur les prêts des banques publiques, a précisé le ministre dans ce sens. Cela pour dire que les changements s'annoncent sur tous les plans, du foncier aux investissements, en passant par la question centrale de l'eau. Un dossier de grande importance à prendre efficacement en charge en cette période critique de changement climatique et de raréfaction des ressources hydriques. Passons maintenant à un regard mondial sur l'agriculture, avec le dernier rapport de la FAO. Situation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation. La dégradation des terres agricoles affecte 1,7 milliard de personnes. Dans son rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture publié hier, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, a mis l'accent sur la dégradation, considérée comme une menace croissante pour la productivité agricole. Avec environ 1,7 milliard de personnes vivant dans des zones qui subissent des pertes importantes de rendement agricole, la situation est alarmante, selon la FAO. Et ce, d'autant que près d'1 milliard se trouvent dans les pays à revenus intermédiaires, qui sont les pays les plus touchés. Dans les pays à revenus élevés, l'utilisation intensive d'intrants permet de maintenir les rendements, mais masque la dégradation des terres et aggrave les dommages environnementaux.
Les conséquences vont de pertes de productivité imperceptibles à l'abandon complet des activités agricoles. Il y a donc urgence à instaurer une gestion durable des terres et à remettre en état les terres dégradées, appelle l'organisation onusienne. Le rapport fait par ailleurs ressortir que sur les quelques 570 millions d'exploitations agricoles à travers le monde, 85% ont moins de 2 hectares. Or, ces exploitations couvrent 9% seulement des terres agricoles, précise la FAO. En revanche, les exploitations de plus de 1000 hectares constituent 0,1% seulement de l'ensemble des exploitations mais contrôlent la moitié des terres agricoles dans le monde. Malgré des contraintes persistantes, près de 500 millions de petits exploitants contribuent à un degré important à l'approvisionnement alimentaire mondial. Appel à soutenir les petits exploitants. Autre indicateur. Les exploitations de plus grande taille, en particulier celles de plus de 50 hectares, influent de manière disproportionnée sur l'utilisation des terres et l'approvisionnement alimentaire, ce qui fait d'elles des acteurs incontournables de l'action mondiale contre la dégradation des terres. Ce sont autant de constatations qui mettent en évidence la nécessité d'adopter des stratégies différenciées qui tiennent compte de la diversité des exploitants et de leur rôle respectif dans l'instauration de systèmes agroalimentaires durables. Dans ce cadre, la FAO appelle à soutenir les petits exploitants pour intensifier leur production dans des conditions durables. Les recommandations portent par ailleurs sur la prise en charge des déficits de rendement, en particulier dans les zones d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud socio-économiquement vulnérables, sans causer de dégradation supplémentaire des terres. On ne pourra régler à grande échelle la question de la dégradation des terres qu'en mobilisant les grandes exploitations commerciales, dont les décisions de gestion déterminent la situation de la plus grande partie des terres agricoles dans le monde, estime dans ce sillage la FAO. Et de recommander des politiques efficaces, le respect des règles environnementales et des dispositifs d'incitation qui récompensent la bonne gestion des écosystèmes. L'objectif étant de concorder les objectifs de productivité et la durabilité à long terme. Autre point et non des moindres sur lequel il y a lieu de se pencher, l'adoption des politiques agro-environnementales visant à améliorer l'utilisation et la gestion des terres se répand à travers le monde, mais de façon encore inégale. Il y a aussi les mesures réglementaires à mettre en place pour améliorer l'état des terres, quel que soit le type de couvert végétal. En somme, pour la FAO, la dégradation des terres n'est ni inévitable ni irréversible. D'où l'urgence d'investissements stratégiques dans les personnes, dans les institutions et dans des pratiques respectueuses de la terre qui peuvent faire de l'agriculture non plus un facteur de dégradation mais une source de réparation. Changeons de sujet pour aborder les tensions politiques autour du Sahara occidental. Le débat sur le Sahara occidental devient une arme politique, offensive des relais marocains contre des députés franco-algériens. Les relais marocains, épaulés par certains courants de l'extrême droite française, mène depuis plusieurs mois une offensive systématique contre toutes les voix qui s'écartent de la ligne officielle du Palais Royal sur la question du Sahara occidental. Cette hostilité vise d'abord l'Algérie, défenseur historique du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, mais s'étend aussi à toute personnalité politique en France affichant une position critique envers le Maroc ou solidaire des Sahraouis. Plusieurs députés en font les frais. Sabrina Sebahi, vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie, fait l'objet d'une vague d'insultes et de menaces, accusée d'être une 5e colonne de l'Algérie dans un climat où l'algérophobie gagne du terrain. La députée écologiste affirme avoir reçu des menaces de mort et des images violentes, ce qui l'a contrainte à déposer plainte. Le député de la France insoumise Abdelkader Lamar est lui aussi au cœur d'une campagne de dénigrement après avoir dénoncé la montée raciste du Rassemblement national, RN, et évoqué l'ombre de l'OAS au Parlement. Ses propos critiques envers la députée d'origine marocaine Hanan Mansouri, qu'il a accusée d'être une caution de la droite, ont servi de prétexte à de violentes attaques, parfois orchestrées depuis les réseaux marocains. Mansouri, pour sa part, dénonce également les insultes et accusations dont elle est la cible. Au Maroc, toute expression jugée favorable à l'Algérie reste mal perçue, surtout lorsqu'elle touche au Sahara occidental. L'historien Benjamin Stora en a fait l'expérience. Il a été violemment pris à partie par des médias marocains, accusé d'être un imposteur mémoriel au service d'Alger pour avoir simplement jugé absurdes les propos de l'écrivain Boualem Sansal affirmant que l'Ouest algérien aurait été historiquement marocain. Ces attaques s'appuient sur des accusations de partialité et de compromission, alors que Stora défend une approche équilibrée fondée sur le respect des résolutions onusiennes. La députée Soumia Bouroua, elle aussi, a été ciblée après avoir exprimé son soutien au peuple sahraoui. L'ancien ministre marocain Lassane Haddad lui a publiquement lancé sur X, ancien Twitter, « Qui vous a nommé défenseur des Sahraouis ?» L'élu a répondu avec fermeté, rappelant que ni le Maroc ni le président Macron n'ont à décider de l'avenir du Sahara occidental, déclenchant aussitôt une vive réaction à Rabat. Ces pressions ont été relayées par des figures de l'extrême droite française, dont Laure Lavalette du RN, qui l'a accusé de nuire aux relations franco-marocaines.
Le RN joue un rôle central dans cette offensive politique. Le 30 octobre 2025, il a réussi à faire adopter à l'Assemblée nationale une proposition de résolution appelant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, perçu comme un pilier historique des relations bilatérales. Marine Le Pen s'est aussitôt félicitée de ce vote, présenté comme une victoire politique majeure, tout en envenimant les tensions diplomatiques avec Alger. Stigmatisation des migrants. Le RN s'appuie sur un discours mêlant hostilité envers l'Algérie, stigmatisation des migrants et appui discret aux positions marocaines. Ce triptyque idéologique alimente une atmosphère de suspicion et de rejet qui dépasse les clivages politiques pour s'inscrire dans un climat plus large d'algérophobie. Plusieurs élus d'extrême droite ou proches du RN propagent sur les réseaux sociaux des messages virulents contre les députés favorables à l'Algérie, mêlant insinuations, attaques personnelles et révisionnisme sur la guerre d'Algérie. Des personnalités comme Ségolène Royal ont dénoncé ce climat délétère, qui nuit autant aux relations franco-algériennes qu'à l'image internationale de la France, notamment en Afrique. Ces attaques ciblées contre les élus franco-algériens de gauche produisent un effet dissuasif. Elles fragilisent la liberté d'expression sur des sujets sensibles tels que le Sahara occidental, la mémoire coloniale ou les relations franco-maghrébines. Ces parlementaires doivent affronter non seulement la critique politique, mais aussi des campagnes de haine coordonnées, mêlant cyberharcèlement, menaces et campagnes de diffamation. La montée de l'algérophobie dans certains segments de la société française renforce cette pression. Alimentée par les discours identitaires et par une instrumentalisation des tensions historiques, elle complique la représentation politique des franco-algériens et altère le débat public. La posture agressive du RN, qui utilise la question du Sahara et la dénonciation de l'accord de 1968 pour marquer une rupture symbolique avec l'Algérie, illustre une stratégie politique assumée. Il s'agit d'opposer deux mémoires, deux peuples et deux récits. L'intensification de ces hostilités a aussi des conséquences diplomatiques. Alger dénonce les campagnes orchestrées par les relais marocains et les soutiens de l'extrême droite française, tout en apportant un appui politique aux élus visés. Restons sur le Sahara occidental avec la position algérienne à l'ONU. Résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. Attaf remet les pendules à l'heure. L'Algérie, soutient le ministre des Affaires étrangères, tient à ce que le cadre des Nations Unies demeure celui dans lequel la question sahraoui est abordée pour une solution politique définitive. Après la polémique et le quiproquo suscité par l'adoption du Conseil de sécurité d'une prétendue résolution en faveur exclusivement du plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est intervenu pour remettre les pendules à l'heure et expliquer à ceux qui refusent de le voir que les fondamentaux de la question sahraoui sont bel et bien préservés dans cette résolution de 1997 de l'ONU. Le ministre algérien, et dans une interview accordée à la chaîne de télévision AL24 News, a tenu à souligner que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été découplé par rapport au plan d'autonomie qui doit s'exercer conformément à la légalité internationale et à la Charte des Nations Unies. Ce qui veut dire que le texte de la résolution tel qu'il a été adopté dans sa dernière mouture a rompu le lien que le Maroc souhaitait établir entre la soi-disant autonomie et l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, et ce, en toute conformité avec le droit international et la Charte des Nations Unies. Le droit à l'autodétermination est devenu, dit-il, conforme à la légitimité internationale, au droit international, à la Charte des Nations Unies et à la résolution 1415 régissant l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination. Par ailleurs, ladite résolution a établi clairement l'identité des deux parties en conflit appelées à la table des négociations. L'ambiguïté que le Maroc a historiquement voulu introduire, à savoir que le conflit est un conflit maroco-algérien, est désormais totalement exclue au regard de cette résolution. Se félicite Attaf en réitérant la position de l'Algérie de défendre le cadre onusien pour la résolution de la question sahraoui. L'Algérie, soutient le ministre des Affaires étrangères, tient à ce que le cadre des Nations Unies demeure celui dans lequel la question sahraoui est abordée pour une solution politique définitive, et que le peuple sahraoui, à l'instar de tous les peuples, a la légitimité et le droit d'exercer son droit à l'autodétermination, ce qui est prévu par la résolution adoptée. Face à l'euphorie exagérée de la partie marocaine après l'adoption de la résolution, Ahmed Attaf a tenu à clarifier que le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire sur sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental a été enlevé et expurgé des deux références qui ont été faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule avec moins de force juridique. Si ce n'était le maintien de cette référence dans le préambule, l'Algérie aurait pu voter pour la résolution et ne pas s'abstenir de voter. Ahmed Attaf a indiqué que la représentation algérienne au Conseil de sécurité était à deux doigts de voter pour la résolution, car à part une petite disposition dans le préambule, le texte de la résolution ne porte aucunement sur l'idée de souveraineté marocaine sur le territoire sahraoui.
Nous avons demandé, la veille du vote, à ce que cette disposition soit enlevée pour voter en faveur du texte, mais elle n'a pas été enlevée, précise le ministre en réponse à l'interrogation sur le choix de boycotter le vote de la résolution. La résolution ouvre le champ à d'autres solutions. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a poursuivi son analyse explicative du texte de la résolution, en attirant l'attention sur son aspect non figé et son ouverture du champ sur d'autres solutions possibles, outre l'autonomie. Le Maroc souhaitait imposer le projet d'autonomie comme cadre unique et exclusif pour trouver une solution à la question sahraoui, mais il n'y est pas parvenu. La résolution finale parle d'autonomie mais avec d'autres alternatives, notamment celle proposée par les Sahraouis, explique Attaf. Le Maroc n'est pas non plus parvenu à faire passer sa demande d'éliminer la mission de la MINURSO et éliminer l'idée d'autodétermination du peuple sahraoui. Ce qui renforce notre satisfaction est une observation importante et pertinente faite par Massad Boulos, conseiller du président Donald Trump, lors d'une interview télévisée dans laquelle il a souligné que l'autonomie n'est plus le seul cadre pour résoudre la question sahraoui, mais que le champ est ouvert à d'autres solutions, indique le chef de la diplomatie algérienne en rappelant que ce même conseiller de Trump a affirmé que l'accord devait être conclu entre les deux parties en conflit, à savoir le Maroc et le Front Polisario. Massad Boulos a même souligné dans sa déclaration que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui devait être préservé, que le peuple sahraoui devait être consulté et que cela pourrait se faire par le biais du vote. Les États-Unis font la distinction entre leur position nationale et leur rôle de médiateur. Analysant la position américaine, Ahmed Attaf a tenu à indiquer que les États-Unis ont une position nationale bien connue sur la question du Sahara occidental. Mais aujourd'hui, ils veulent jouer le rôle de médiateur. Et un médiateur se doit d'abandonner sa position nationale et rechercher une solution qui puisse satisfaire les deux parties et autour de laquelle elles puissent s'entendre. Plus explicitement, le ministre soutient que la réalité confirme que les USA ont commencé à faire la distinction entre leur position nationale et leur position de médiateur dans ce processus, en raison de leur volonté de travailler avec les Nations Unies et sous l'égide de cette organisation, qui dispose d'une doctrine, de pratiques et d'expertise régissant son attitude face aux questions coloniales. Dans ce sens, Ahmed Attaf souligne qu'à l'ordre du jour de l'organisation onusienne, 17 territoires non autonomes ne jouissant à ce jour pas de leur souveraineté. Ces territoires sont éligibles et sans contestation aucune à l'exercice du droit à l'autodétermination. Pourquoi devait-il y avoir un exceptionnalisme sahraoui ? S'interroge Attaf avant d'ajouter qu'il n'est ni raisonnable ni possible d'exclure le Sahara occidental de cette liste et le priver de son droit à l'autodétermination. Et de rappeler que lors de l'examen de la résolution, 8 pays ont apporté des amendements visant à garantir le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui. Le droit à l'autodétermination est un pilier fondamental de la Charte des Nations Unies et une pierre angulaire de la diplomatie algérienne. Soutient Attaf avant de rappeler que c'est la question algérienne aux Nations Unies qui a été à l'origine de l'adoption de la résolution 1514 qui organise tout le dispositif de l'exercice du droit à l'autodétermination. Revenons sur le terrain agricole avec un projet local. Sidi Bel Abbès. Travaux de réalisation d'un silo de stockage de céréales. Les travaux de construction d'un silo de stockage de céréales, d'une capacité d'1 million de quintaux, dans la commune de Tessala, wilaya de Sidi Bel Abbès, progressent à un bon rythme, selon les services de la wilaya. Lors d'une réunion de coordination présidée, hier, par le Wali Kamel Hadji, un rapport a été présenté sur l'état d'avancement du projet, considéré comme l'un des plus importants chantiers stratégiques du secteur agricole au niveau de la wilaya. Ce projet contribuera à renforcer les capacités de stockage, à améliorer la gestion des récoltes agricoles et jouera un rôle essentiel dans le soutien à la sécurité alimentaire nationale, a-t-on précisé. La réunion, à laquelle ont pris part le directeur de l'entreprise de réalisation, le directeur des services agricoles ainsi que les cadres techniques concernés, a permis de souligner la nécessité d'accélérer le rythme des travaux afin de respecter les délais de livraison. Le projet, qui s'étend sur une superficie de 5 hectares, comprend un silo principal, des unités de tamissage, de séchage et d'emballage, ainsi que des équipements techniques modernes destinés à optimiser les performances de stockage et à préserver la qualité des produits agricoles. La durée de réalisation de cette infrastructure a été fixée à 28 mois, avec une livraison finale prévue pour l'année 2027. Une fois achevé, le projet devrait renforcer la position de Sidi Bel Abbès en tant que pôle agricole majeur dans l'ouest du pays, a-t-on conclu. Terminons sur une note culturelle avec le SILA 2025. Évocation de l'œuvre de l'auteur au SILA 2025. Dib, premier écrivain algérien à être traduit en finnois. À la faveur de la tenue du 28e Salon international du livre d'Alger, l'espace de l'Union européenne à Alger a accueilli, lundi après-midi, Laura Dib, fille de l'écrivain Mohamed Dib, pour animer une rencontre captivante intitulée Les connexions littéraires finno-algériennes à travers l'œuvre de Mohamed Dib. Avec la simplicité qu'on lui connaît, Laura Dib est revenue avec beaucoup d'émotion sur plusieurs facettes finnoises,
méconnu de son défunt père. Son attachement à la Finlande a fortement influencé sa trilogie nordique. D'emblée, Laura Dib rappelle que Mohamed Dib n'a guère besoin d'être présenté en Algérie, surtout dans ce lieu privilégié de rencontre des bibliophiles du Silla. Elle demeure convaincue que les Algériens connaissent l'œuvre de son père. Pourtant, tout au long de sa riche carrière, qui s'est étalée sur plus de 50 ans, Mohamed Dib a travaillé sur de nombreux sujets et thématiques diverses. Si je suis ici, avertit Laura Dib, c'est pour vous parler de ces aspects moins connus de mon père en Algérie. Pour ce faire, l'intervenante a étayé ses propos en 3 temps distincts, rehaussés par des lectures de romans et de poésie. Le premier axe développé est celui des circonstances qui ont conduit Mohamed Dib en Finlande dans les années 70. Mohamed Dib découvre la Finlande pour la première fois en 1975. Il reçoit une invitation pour assister à des rencontres littéraires incontournables en Finlande, organisées par l'ATI International Writers Meeting. Le thème choisi par les organisateurs est la littérature et l'identité nationale. Créé en 1963, cet événement se déroule tous les 2 ans. Il faut savoir que ces rencontres littéraires coïncident avec la prise de conscience du public finlandais vis-à-vis des luttes indépendantes des anciennes colonies. Réputation internationale. Laura Dib indique qu'à cette époque, déjà, son père jouit d'une réputation internationale en tant qu'écrivain, ayant assumé le rôle d'être l'une des consciences libres de l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. Les circonstances de son invitation, souligne Laura Dib, ne sont pas connues, mais la dimension identitaire de son œuvre est sans doute l'une des raisons principales. Dans les années qui suivent, Dib participe à 2 reprises à ces rencontres littéraires, à savoir en 1977 et en 1979, sous les thèmes respectifs suivants, les opportunités des écrivains et le langage universel de l'écriture. Les écrits de Dib vont avoir longtemps un impact majeur sur la reconnaissance de l'écrivain algérien auprès du public finlandais. Dib rencontre l'éditeur, Jussi Sorjonen, de la maison d'édition Bachmakov, la plus ancienne et l'une des plus prestigieuses du pays. À la suite de cette rencontre, Bachmakov a pris les droits de traduction de la trilogie algérienne. Les 2 premiers volets, La Grande Maison et L'Incendie, paraissent en finnois en 1978 et en 1979. Dib devient ainsi le premier écrivain algérien à être traduit en finnois. Le 3e volet de la trilogie Le Métier à tisser ne sera pas traduit. Dès son apparition au printemps en 1978, la traduction de La Grande Maison suscite l'intérêt de nombreux journaux, quotidiens et revues culturelles. C'était une véritable découverte. On s'étonne même que ces œuvres n'aient pas été traduites plus tôt. Les critiques finlandais se montrent très sensibles à la manière poignante, dont Dib dépeint la condition du peuple algérien sous le joug colonial. Le style de l'auteur séduit le lecteur finlandais qui salue 50 ans d'écriture et la découverte d'un univers culturel jusque-là inconnu aux Finlandais, atteste Laura Dib. Inspiration nordique. Le journal finlandais Uusi Suomi rédige même un portrait élogieux de l'écrivain. Ainsi, les rencontres littéraires en question ont joué un rôle central dans la reconnaissance de l'œuvre de Mohamed Dib en Finlande dans les années 70, et ce, jusqu'aux années 80. La fille de Dib pense que l'écrivain a été découvert en Finlande à un moment particulièrement propice. En effet, à cette époque, la société connaissait une prise de conscience des luttes menées dans des pays en voie de décolonisation. Malheureusement, note-t-elle, l'intérêt du public finlandais pour l'œuvre de Dib s'est peu à peu estompé. Il serait essentiel aujourd'hui de réintroduire ces livres pour que le public nordique puisse redécouvrir son œuvre dans son ensemble et de reconnaître le caractère profondément universel. Le 2e aspect détaillé est celui des influences nordiques de Mohamed Dib. Si les grandes œuvres algériennes de l'auteur ont été découvertes en Finlande grâce à ses rencontres littéraires, Dib lui-même découvre le pays nordique à cette occasion. Laura nous apprend que lors de la parution en finnois de son premier roman, l'écrivain parcourt la Finlande grâce à des invitations d'un vaste réseau de bibliothèques municipales qui l'accueillent pour des rencontres et des lectures. En effet, après avoir écrit principalement sur son Algérie natale pendant une 30aine d'années, il publie en 1985 et en 1994 4 romans situés dans le cadre nordique. Apparaissent aussi plusieurs recueils de poèmes portant également des inspirations nordiques de l'époque. Dib est profondément influencé par la lumière fascinante de l'été avec ses couleurs luxuriantes, de l'hiver nordique avec sa neige, des paysages vastes ou encore de ses habitants. Des ingrédients qui ont nourri à la fois son imaginaire poétique et enrichi sa sensibilité artistique. Ces éléments deviennent d'ailleurs une action récurrente dans les moments de la trilogie nordique. Des éléments qui continueront de l'inspirer tout au long de son œuvre ultérieure, précise l'oratrice. Le 3e aspect développé par l'universitaire est celui de l'expérience de Mohamed Dib dans la traduction des écrivains finlandais. En tant que traducteur,
Il a eu l'occasion de travailler sur des œuvres littéraires qui lui ont permis de se familiariser avec la finesse de la langue et les contextes culturels propres à la Finlande. Toujours, selon Laura Dib, dans une interview accordée au quotidien finlandais en 1982, Mohamed Dib évoque sa conception de la littérature finlandaise. Selon lui, celle-ci se distingue par sa sensibilité et son lien profond avec la nature. Une caractéristique qu'il juge universelle chez les Finlandais. Mohamed Dib connaît assez bien maintenant la littérature finlandaise. De 1970 à 1980, le magazine littéraire Europe se donne pour mission de reconnaître les littératures issues des régions ou des langues marginalisées. Mohamed Dib collabore à ce magazine où paraissent plusieurs numéros et de textes d'écrivains finlandais. Cette expérience lui offre l'occasion de travailler à la traduction en français de nouveaux auteurs finlandais, d'approfondir ainsi sa connaissance culturelle et littéraire du pays, conclut brillamment Laura Dib. Voilà pour cette revue d'actualité sur l'Algérie. De la réforme agricole à la culture, en passant par les enjeux internationaux, l'actualité est riche. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos et à bientôt.